Après les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, 3 nouveaux vaccins contre le coronavirus pointent le bout de leur aiguille. Mais comment ces vaccins à vecteurs viraux fonctionnent-ils? En quoi sont-ils différents des autres vaccins? Enfin, sont-ils sûrs et efficaces? Pour bien comprendre, commençons par un petit rappel sur le coronavirus. Le coronavirus utilise une protéine à sa surface comme une clé pour rentrer à l'intérieur de nos cellules et les infecter. Or, cette protéine du coronavirus est la cible naturelle de notre système immunitaire. Nos anticorps produits pendant une infection à Covid-19 sont dirigés contre cette clé, ce qui permet de se protéger en cas de nouvelle infection. L'immense majorité des vaccins existants ou en développement contre le coronavirus ont pour but de présenter d'une manière ou d'une autre cette clé au système immunitaire. Le but de la manœuvre, c'est que le corps apprenne à se défendre contre le coronavirus sans même avoir besoin de le rencontrer réellement. Un vaccin classique, comme celui de la grippe, consisterait plutôt à présenter directement cette protéine au système immunitaire. En revanche, les vaccins de nouvelle génération transportent le mode d'emploi pour que le corps humain fabrique lui-même la protéine S. Dans le cas des vaccins à vecteurs viraux, comme ceux d'AstraZeneca, Johnson & Johnson ou Sputnik V, c'est un adénovirus qui permet de transporter ce mode d'emploi. Mais du coup, c'est quoi au juste un adénovirus et comment en faire un vaccin? Les adénovirus, c'est une famille de virus dont certains sont capables d'infecter l'humain et d'autres des animaux comme les chiens ou les chimpanzés. Chez nous, c'est un virus assez banal qui est responsable de rhume, de conjonctivite, de gastro-entérite ou encore d'infections parfaitement asymptomatiques. Alors, comment fonctionnent ces vaccins utilisant des adénovirus au juste? Eh bien, l'idée est tout simplement de prendre un adénovirus, de le rendre incapable de se multiplier et d'ajouter dans son ADN une séquence codante pour la protéine S du coronavirus. Chez AstraZeneca, c'est un adénovirus qui infecte naturellement le chimpanzé qui est utilisé. Ce qui est plutôt pratique parce que contrairement aux adénovirus humains, il y a peu de chances qu'une personne vaccinée ait déjà appris à se défendre contre ce type d'adénovirus et ne le rejette une fois injecté. Chez Sputnik V, c'est 2 adénovirus humains différents qui sont injectés à 21 jours d'intervalle, tandis que le vaccin de Johnson & Johnson ne nécessite quant à lui qu'une seule injection. Comme n'importe quel adénovirus, une fois injecté, il rentre dans le noyau d'une cellule et avec son code génétique modifié, il y délivre l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine S. Ces adénovirus n'ont ni la capacité d'interagir avec l'ADN, ni la capacité de se reproduire et de déclencher une infection. On parle de vecteurs viraux non réplicatifs. Alors, quelles sont les principales différences entre un vaccin à ARN messager et un vaccin à vecteur viral? Eh bien, d'un côté, les vaccins à ARN messager utilisent une enveloppe lipidique comme moyen de transport pour amener l'information à nos cellules. De l'autre, pour les vaccins à vecteurs viraux, c'est tout simplement un virus incapable de générer une infection qui joue le rôle de transporteur de cette information. Dans les deux cas, le but de la manœuvre est le même, c'est d'apporter au corps humain l'instruction pour fabriquer la fameuse protéine S du coronavirus. Les vaccins à vecteurs viraux ont par contre l'avantage d'avoir une conservation beaucoup plus simple que ceux à ARN messager, entre 2 et 8 degrés, et sont bien moins chers à produire. Maintenant qu'on a vu tout cela, faisons un zoom sur le vaccin d'AstraZeneca dont on entend beaucoup parler. Première question, est-ce que ce vaccin fonctionne? Clairement oui, les données scientifiques publiées jusqu'aujourd'hui sont très claires sur la protection du vaccin face aux formes symptomatiques de la maladie. Avec, selon les études, jusqu'à 82% d'efficacité pour 12 semaines entre 2 doses. En revanche, si les doses sont administrées trop proches l'une de l'autre, moins de 6 semaines, l'efficacité tombe à seulement 55%. Le vaccin permet de diminuer le risque de transmission de la maladie de l'ordre de 64%. De plus, selon des données préliminaires fournies par le laboratoire aux États-Unis, il diminuerait également de 100% le risque d'être hospitalisé. Ces résultats très intéressants seront toutefois à confirmer après publication. Une autre étude, publiée dans le Lancet, a porté sur des données de santé en vie réelle de quelques 5 400 000 Écossais. Dans cette étude, l'efficacité d'une première dose du vaccin AstraZeneca apparaît équivalente au vaccin de Pfizer pour prévenir les hospitalisations. Les vaccins étaient également efficaces chez les plus de 80 ans avec une protection estimée à 83% contre les formes les plus sévères de la maladie. Le vaccin AstraZeneca reste efficace contre le variant anglais, en revanche, il existe des doutes concernant son efficacité sur le variant sud-africain.
Mais en y regardant à deux fois, les données concernant ce variant proviennent d'une étude où l'espacement entre les doses était très faible, entre 3 et 5 semaines. Or, comme on l'a vu, en dessous de 6 semaines, le vaccin est bien moins efficace. C'est donc pour l'instant compliqué de conclure définitivement sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca sur ce variant. Deuxième question, est-ce que ce vaccin est sûr ? Pour AstraZeneca, on a initialement beaucoup entendu parler de symptômes pseudo-grippaux comme la fièvre, des maux de tête ou des courbatures. Ces symptômes étaient assez fréquents mais heureusement bénins, touchant surtout les sujets jeunes et rentrant dans l'ordre spontanément au bout de 1 à 3 jours. Mais ce sont surtout plusieurs cas d'événements graves, de caillots sanguins très particuliers associés à des plaquettes basses qui ont suscité l'inquiétude. En effet, après analyse de 86 cas rapportés, dont 18 mortels pour environ 25 millions de doses injectées en Europe, l'Agence européenne du médicament estime que ces phénomènes sont susceptibles d'être en lien avec le vaccin. Ces événements très rares, de l'ordre de 1 cas pour 100 000 injections, ne sont pas identifiables durant les essais cliniques qui portent sur quelques dizaines de milliers de personnes, d'où l'importance de la pharmacovigilance. Ces manifestations, survenant en moyenne une dizaine de jours après l'injection, ressembleraient par leur mécanisme aux thrombopénies induites par l'héparine, effet secondaire connu des médicaments du même nom qui survient chez 1% des patients traités plus de 7 jours. Pour mieux gérer ce risque, l'Agence européenne du médicament recommande la surveillance de l'apparition de symptômes évocateurs afin de bénéficier au plus vite d'un avis médical et d'un traitement rapide. Alors, face à tout ça, faut-il se faire vacciner par un vaccin à vecteur viral type AstraZeneca ? Quel que soit le type de vaccin, se faire vacciner, c'est une décision qui doit toujours se baser sur une balance bénéfice-risque. La vaccination intervient lorsque l'on est en bonne santé à titre préventif. L'exigence de sécurité vis-à-vis d'un vaccin est donc encore plus grande qu'avec un médicament. Au moment où je fais cette vidéo, le risque connu pour le vaccin d'AstraZeneca, ce sont surtout des effets secondaires bénins, très fréquents et transitoires chez les sujets jeunes, ainsi qu'un risque de caillots sanguins potentiellement graves de l'ordre de 1 sur 100 000. Alors, 1 sur 100 000, est-ce que c'est beaucoup ? C'est considéré comme un risque très rare. À titre de comparaison, chaque année en France, nous avons chacun 30 fois plus de risques de mourir d'un bête accident de la vie courante. Par ailleurs, le Covid lui-même entraîne un risque de thrombose beaucoup plus important, de l'ordre de 5 à 10% des patients hospitalisés. Cependant, l'intensité des bénéfices attendus n'est pas le même pour tout le monde. Il dépend de notre âge et du niveau d'exposition au virus. Ainsi, les épidémiologistes de l'université de Cambridge ont tenté d'illustrer les bénéfices attendus et les risques potentiels du vaccin AstraZeneca en fonction de l'âge. Ils ont choisi de comparer le risque potentiel de caillots sanguins dus au vaccin AstraZeneca et le nombre d'hospitalisations en soins intensifs évitées par la vaccination en nombre de cas pour 100 000 doses injectées. Et comme vous pouvez le voir, le bénéfice potentiel estimé de l'injection d'AstraZeneca l'emporte sur le risque de caillots sanguins dans toutes les tranches d'âge à partir de 30 ans. Par exemple, chez les 50-59 ans, la vaccination de 100 000 personnes épargnerait plus de 95 formes graves, tandis qu'elle induirait un risque de moins d'un cas de thrombose atypique. Par ailleurs, le fait d'éviter les soins intensifs n'est pas vraiment le seul bénéfice potentiel de se faire vacciner. On peut citer la diminution du risque de tomber malade et très probablement de faire un Covid long. En effet, on estime que 10% des personnes qui contractent le Covid vont présenter des symptômes persistants à long terme dont on maîtrise mal encore l'évolution aujourd'hui, ce qui correspondrait en France à environ 600 000 personnes dans cette situation. Pour conclure, quel que soit le vaccin que l'on puisse vous proposer, le choix est bien individuel et collectif. En choisissant de se faire vacciner, on diminue son risque individuel de contracter la maladie, mais aussi le risque d'en faire une forme sévère. Et éviter d'être hospitalisé grâce au vaccin, c'est contribuer à diminuer la pression sur le système de santé, à permettre aux urgences vitales et aux malades atteints de maladies chroniques d'être pris en charge correctement. Se faire vacciner, c'est aussi contribuer à limiter la propagation du virus et donc les conséquences désastreuses, économiques, sociales et psychologiques de cette épidémie dans notre pays et dans le monde. Chacun peut faire son choix au vu des données de la science. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre médecin traitant ou votre médecin spécialiste pour plus d'informations. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les vaccins à vecteurs viraux. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les futures notifications.
Et surtout, un immense merci à celles et ceux qui m'ont aidé dans l'élaboration de cette vidéo. Pour les conseils, les relectures, les encouragements, collègues, amis ou famille, un grand merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour de nouvelles aventures.